c'est que vous êtes content de réaliser la tâche et de satisfaire les supérieurs. Enfin, en tout cas, donc il y a eu un changement de vie alors que vous étiez en train de vous épanouir. C'est la sensation que ça donne. Vous confirmez? Ah oui, Oui, tout à fait. Et donc, vous, ça vous étonne, Pascal? Finalement, des changements de vie, c'est pas forcément quand on est insatisfait de la situation. Apparemment non, mais là, c'est parce que dans ces trois histoires-là, il y a quelque chose quand même sous-jacent, très net, c'est qu'il y a un très fort dynamisme dès l'enfance, pratiquement. Et donc, ils sont déjà habitués au changement et en tout cas à cette dynamique. Ils ne sont pas du tout bloqués. Ni dans leur tête, ni dans leurs mouvements dès l'enfance, puisque, bon, par exemple, Hamza est habitué à voir, ses parents avaient une blanchisserie, vous dites, donc ils étaient à leur compte. En somme, ils géraient leur fonds de commerce, donc ils étaient responsables, voilà, ils guidaient leur affaire. Ensuite, Thomas également, entre tous ces pays, tous ces mouvements, etc., habitué au mouvement, Davina avec cette préparation. Et puis vous avez créé votre propre vie, vous avez créé votre propre cours, christianisme, bouddhisme en même temps. Enfin, donc c'est très ouvert, c'est très mobile dès le départ. Donc ce sont des personnes qui sont habituées déjà au changement, à fonctionner dans le changement, la mouvance, l'évolution. Donc ça fait déjà partie de leur façon de raisonner, de faire et de fonctionner. Parce que sinon, effectivement, on peut penser que c'est plutôt sur la base d'une insatisfaction qu'on va vouloir changer. Alors que là, on ne sent pas ça. Et vous confirmez ça? Que finalement, dans votre vie, puisque vous avez déjà raconté plusieurs vies avant celle-là, finalement. Oui, j'ai eu plusieurs drames dans ma vie, deux principaux. Donc la mort de mon père qui s'est suicidé, et c'est moi qui l'ai découvert à l'adolescence, et la mort de mon fils qui est mort d'une rupture d'anévrisme. À 20 ans. Exactement. Et donc de l'extérieur, tout le monde a supposé que c'était ça qui avait provoqué. Tout le monde a supposé que c'était ça. Et ça n'était pas ça parce que très tôt dans mon enfance et tout le temps de ma vie adolescente, ma mère m'a initiée à ce qu'elle avait étudié, elle, très très profondément, c'est-à-dire la mort. Elle vous a initié à la mort? Oui, elle m'a initiée à la mort en quelque sorte. C'est-à-dire, qu'est-ce que la mort exactement? La mort étant un changement d'état et non pas une fin en soi. Et c'est sur cette base-là que les gros malheurs, parce que perdre un enfant, il n'y a quand même pas un autre malheur peut-être qui est équivalent. Et c'est sur cette base-là que j'ai pu surmonter ce que j'ai fait. Mais c'est cette base-là. Et c'est pas du tout parce que j'ai pris des vœux monastiques pour ça. Alors, pour qu'on reprenne les événements, l'émission s'arrête au bout de 7 ans. Au fond, vous continuez, puisque vous allez faire des émissions un peu similaires ailleurs, notamment au Maroc. Oui, au Maroc, oui. Et donc, il va y avoir une rencontre qui, pour le coup, va être déterminante. C'est-à-dire qu'en parallèle de toutes ces émissions, je suis toujours restée dans ma culture spirituelle, avec les pratiques associées, c'est-à-dire la méditation, même après les pratiques physiques, le yoga ou le qigong. J'ai étudié pendant plus de 10 ans, 15 ans même, la médecine traditionnelle chinoise, je suis devenue acupuncteur, enfin il y a eu plein de choses comme ça. Tout ça en parallèle des émissions. Qui étaient en parallèle des émissions. J'ai fait des études à l'Université de santé et de biologie humaine au niveau des dépendances. Voilà, je suis devenue psychopédagogue, j'ai fait et psychanalyste. Donc vous voyez, tout ça, c'est 1001 vies dans une vie, et c'était très en ordre, très structuré. Il n'y a jamais eu d'éclat ou de coup de tête, de difficultés au travers de ces nombreuses activités. Et en 98, le Dalai Lama vient en France et je le vois, j'écoute sa conférence et tout d'un coup je me dis tiens, c'est incroyable parce que ça rejoint tout ce que j'ai pu moi étudier dans le bouddhisme avec ma mère et d'autres maîtres que j'ai eus, et je me dis c'est extrêmement intéressant, ça ravive vraiment mes études. Et puis, un jour, je décide de partir faire un pèlerinage en Birmanie. Et à chaque temple, je me posais ma question, c'était une forme de prière, en disant, voilà, moi, mon idéal, finalement, c'est de devenir... c'est vraiment de prendre des vœux, parce que les vœux, pour moi, c'est une voie, hein, c'est pas
C'est pas autre chose, c'est pas un enfermement, c'est juste une voie. Et quand je rentre de ce voyage, je suis demandée pour aller faire un article pour une certaine revue de santé. Je fais depuis 14, 15, même plus que ça, des articles tous les mois. On me demande d'aller faire un article pour cette venue de Sa Sainteté le Dalai Lama. Et donc j'y vais, je me retrouve avec donc toute l'équipe de presse. Et quand il arrive, le premier regard qu'il a, et il vient vers moi, j'étais au premier rang là, et il me serre la main. Et quand il m'a serré la main, j'ai su intuitivement, j'ai eu ma réponse. C'est comme si, c'est ma perception bien sûr, mais c'est comme s'il me disait tu peux y aller, je te donne l'autorisation, oui, c'est bien pour toi, tu peux y aller. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'y allais. Et alors, qu'est-ce que ça implique comme choix? Comme ça implique de renoncer à tout. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un très, très bel appartement avec jardin suspendu et magnolia sur la terrasse. Et que, voilà, quand on prend des vœux monastiques bouddhiques, c'est comme, exactement comme les vœux religieux catholiques. Hein, c'est pareil, c'est même cérémonie. Et c'est aussi même renoncement à tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, de la richesse extérieure pour soi. Donc, j'avais des cheveux, j'ai coupé les cheveux, presque rasé, les maquillages, il n'y a pas de maquillage, les bijoux, il n'y a pas de bijoux, les sorties, bien évidemment, non, puisque le temps est utilisé, c'est pas une contrainte pour tout d'un coup se flageller comme on peut penser par ailleurs, mais c'est simplement... Vêtements. Alors les vêtements, c'est terminé, donc c'est des tenues, même quand par exemple je donne mes cours de yoga, je suis en pantalon, mais c'est toute la couleur est uniforme à vie maintenant, et c'est le bordeaux. Et sinon... Et vous, l'appartement, du coup... Et l'appartement, je l'ai vendu et j'ai gardé la propriété que j'avais en Poitou parce que j'ai décidé, et notamment avec une autre nonne, on a décidé de faire de cette maison, qui est une maison qui était très appréciée déjà par les gens qui y venaient par son calme initial, eh bien d'en faire la maison spirituelle des gens où ils pourraient venir se ressourcer, étudier, apprendre, méditer, etc. D'une certaine manière, votre maison de campagne devient un monastère? Voilà, on a eu des moines tibétains qui sont venus faire une fresque dans le temple, nous aider à nous montrer comment il fallait qu'un temple soit exactement fait, comment chaque objet doit être placé, où il doit être placé, etc. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et quand vous le racontez, tout paraît extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes en train de nous dire, c'était déjà en place, j'avais une éducation qui était spirituelle. Oui. En parallèle de ce que vous avez vu, qui était la partie visite de l'iceberg, moi, je continuais mon développement personnel, etc. Donc tout paraît naturel. Et pourtant, quand vous faites ce choix-là, quelles sont les réactions autour de vous? Alors les réactions, évidemment, ça a été incroyable. Tout le monde s'est demandé si j'avais pas, du coup, ça n'avait pas porté complètement sur l'esprit. En plus, quand j'ai coupé mes cheveux, ça a été terrible puisque je donnais toujours des cours dans les centres de remise en forme, bien sûr, hein, de Paris. Donc j'ai un des dirigeants, des principaux dirigeants de ces centres de remise en forme un jour. Il y a eu une autre rumeur, décidément, mais vous le savez bien, les rumeurs ça court les rues. Une autre rumeur comme quoi j'étais malade, c'est pour ça que j'avais les cheveux si ras. Et lui est venu, mais à ma grande surprise, il m'a attrapé les cheveux, il m'a tiré dessus pour voir si c'était pas une perruque. Mais ça, on refait pas le monde, vous le savez bien, Frédéric. Donc il y a des choses qu'il faut accepter. Donc voilà. Mais donc là, j'ai vu j'ai perdu beaucoup d'amis, amis entre guillemets, hein, dans mon entourage parce qu'ils n'ont pas du tout compris pourquoi le Bouddha. Ils auraient compris si ça avait été le Christ, mais le Bouddha, ça, non. Ils n'ont pas accepté. Parce que c'est pas dans notre culture, parce que c'est pas dans notre culture, parce que c'est quelque chose pour eux qui est exotique, qui est donc... ils pensent que je suis rentrée en secte, par exemple. Ça, je me le suis entendu dire, mais quantité de fois, alors que le bouddhisme, qui fait justement pas du tout de prosélytisme, qui est basé sur la compassion et pas du tout sur la rentabilité financière, contrairement aux sectes, justement. C'est vraiment une question d'ignorance. Thomas, puisque vous écoutez du coup l'histoire de Davina, est-ce que du coup ce changement vous paraît naturel ou au contraire vous auriez fait partie de ceux qui lui disaient mais qu'est-ce qui t'arrive? Pour moi, c'est pas un changement en fait, c'est une continuité. Donc quelque chose de naturel. Tout à fait. Dans votre cas, il y a eu quelque chose de radical. Vous le disiez tout à l'heure, c'est que il y a eu les attentats à Paris. Il y a déjà les premiers attentats de Charlie.
Je m'en souviens bien, j'étais place de la Nation et je vois des hélicoptères, la BRI passer pour aller à l'hypercachère. Déjà là, j'ai eu une espèce d'électrochoc en me disant mais c'est à côté de chez moi, enfin ça fait bizarre. Mais c'est resté voilà à côté. Bon, ok, ça arrive comme ça arrivait à New York le 11 septembre, etc., etc. Mais le coup du 13 novembre avec ces espèces d'attaques de guerre très localisées dans la ville et le quartier où j'habite. Là, c'était un peu trop, en fait. Alors, on va voir comment ça se passe, parce qu'il se trouve que la vie est ainsi faite qu'au moment où ça se passe, vous n'êtes pas dans votre quartier, alors que ça se passe vraiment en bas de chez vous. Vous êtes à Vienne, c'est ça? Et c'est de là-bas que vous apprenez les événements? Alors, j'étais à Vienne, et en fait, j'étais en train d'essayer des pianos et acheter des places pour un concert le lendemain. Et en rentrant à l'appartement qu'on avait loué, j'ai eu des messages, et puis c'était l'après-midi. Du coup, là, les premiers messages, c'est tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce qu'on n'irait pas boire un verre sur rue de la Fontaine-au-Roi? Donc vous déclinez des invitations Parce que je ne suis pas là, mais sinon j'aurais accepté à des tout. endroits qui ont été touchés par les événements. Ouais. Et je crois minuit, enfin 10h, 11h, minuit, des dizaines de messages par tous les moyens possibles, que ce soit par les réseaux sociaux, par les SMS, par les emails, les appels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'inquiètent pour vous? Ouais, qui savent que j'habite à Paris et qui ont eu les alertes, soit, je sais pas, sur CNN ou toutes les chaînes d'infos en continu dans tous les pays du monde. Et je reçois des dizaines, des centaines de messages. Est-ce que ça va? Mais même des gens que j'avais pas vus depuis peut-être 5-6 ans. Est-ce que ça va à Paris? Et je répondais à tout le monde la même chose. Non, je suis à Vienne. Et je suivais les réseaux sociaux et je voyais que c'était en train de grossir. C'était d'abord un endroit, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis c'était vraiment cette propagation. Et jusqu'à 5h du matin, impossible de dormir. Et dans ma tête, j'allais rester à Vienne. J'allais tout laisser à Paris. Je me suis dit, ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale, elle a commencé. Et dans votre cas, vous êtes à Vienne, et ça se passe dans votre quartier, ça se passe en bas de chez vous. C'est impossible d'y croire. Enfin, je vois des images de mon quotidien, mais avec des véhicules, des gens, des témoignages, des choses comme ça qui me paraissent complètement aberrants. Je dis, c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas en train d'arriver. Et premier réflexe, c'était justement de me dire... je rentre pas à Paris, parce que là, j'ai la chance de pas être là. C'est l'Europe, c'est Schengen, je peux travailler ici, je pourrais commencer à jouer dans un piano-bar, tant pis pour le job. Donc, ça vous traverse l'esprit. Ouais. Vous allez rentrer finalement. Ouais. Et là, déjà, les choses ont changé. Et déjà, les 2 semaines qui ont suivi, je pense qu'il n'y avait plus aucune urgence dans aucun bureau de France. Toutes les erreurs, c'est OK, c'est pas grave. Tout ce qui était urgent, c'était plus du tout urgent. Et les gens étaient extrêmement bienveillants entre eux. Ça souriait, ça disait bonjour. C'était une super période, mine de rien. C'est dommage qu'il faille tant de souffrance pour que le monde réalise ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui est fondamental, finalement. Voilà. Et puis là, chemin faisant, je me dis... Enfin, je lis tous les articles sur les portraits qui ont été faits sur les personnes qui nous ont quittés. Et je me dis, mais imagine, c'est un peu ton testament, ce qui reste après. Qu'est-ce qu'on aurait dit de toi, en fait? Parce que dans les portraits, c'est important dans cette histoire de Il y avait portraits. le métier. Voilà. C'était X, tel âge, métier. Et je me suis dit, mais imagine mon métier là-dessus. Le fait qu'on mette votre photo, vous imaginez cette scène, ça vous arrive et on met publicitaire et d'un coup, vous dites j'ai raté quelque chose. Non, mais je me dis c'est pas cohérent et c'est pas vrai et c'est pas juste et c'est pas la vérité. Ouais. Il n'était pas aux yeux du monde exactement ce qu'il était en réalité. Et il a vu que ça ne collait pas. C'était dissonant, ça ne collait pas. Il s'est dit il faut rétablir cette vérité sur moi. C'est rétablir l'identité. Tout à fait. Alors justement, comment on fait la transition? Est-ce que c'est brutal? C'est en douceur? C'est toujours. Est-ce qu'il y a une prise de risque? Je démissionne tranquillement. La réaction autour de vous quand vous démissionnez? Mais tu fais n'importe quoi, tu avais une carrière lancée, une super entreprise qui fonctionne bien. Et du coup, c'était, t'es un fou. Pour faire quoi? Pour aller pianoter. Mais il y a plein de pianistes déjà, il y en a qui sont vachement meilleurs que toi. Je fais, et so what? Et alors? Donc Davina disait que ça ne l'atteint pas à ce moment-là, quand les gens portent un jugement. Vous, ça ne vous a pas atteint non plus? En fait, ça m'a propulsé. C'est drôle, hein? Je fais, ah ouais, on va voir. Allons-y. Donc ça va vous stimuler. Les peurs exprimées par les autres vont... Mais c'est leur peur, donc c'est de l'irrationnel. Ils m'ont projeté sur moi les peurs qu'ils avaient, eux, de leur vie. Et ça, ça m'appartient pas. Ouais. C'est-à-dire que de l'extérieur, les personnes, souvent, ont quand même peur déjà de leur propre changement. Alors, les changements des autres aussi. Ils vous avaient mis dans une case, vous étiez un publiciste peut-être à ce moment-là. Et maintenant, il faut
qu'ils vous envisagent comme musicien. Au niveau cognitif, c'est un petit peu lourd. Et puis pour eux. surtout, c'est parfois bien intentionné. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce sont des Cassandres, des gens Oui, qui aussi, vont peuvent casser le moral, oui, etc. ils peuvent avoir Et au peur fond, pour c'est vous. des gens souvent qui s'inquiètent, non? Qui s'inquiètent, oui. Qui se disent mais comment tu vas faire financièrement, tu vas t'en sortir dans ce monde. Ouais, puis Est-ce qu'il y a de ça tu connais rien. C'est plus par rapport à eux, moi je pense. C'est toujours plus par rapport à eux. Ils ne se rendent pas vraiment bien compte, ils ne prennent pas le temps en plus. C'est vrai que dans une vie avec un mouvement très bousculé, le temps n'est pas là pour pouvoir rendre clair à l'esprit son propre projet de vie. Donc vous aviez pris le temps de réfléchir ou c'est sur un coup de tête finalement à la suite d'un événement tragique? En fait, je pense qu'il y avait quelque chose qui était qui était en fond, en latence, voilà, qui était en fond. Et c'était juste quand, la question du quand. Et là, il y a eu justement cet électrochoc qui fait, c'est pas quand, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Donc, c'est un peu comme Davina, c'est-à-dire qu'on a la sensation de l'extérieur, effectivement, nous on passe de ça à ça, voilà. Et puis en fait à l'intérieur il y avait quelque chose de naturel. Pour moi, c'est voilà, la rivière qui devient une autre rivière, qui devient un fleuve, et s'agrandit. Pour moi, c'est une continuité, c'est une suite complètement logique. Et au niveau des peurs, puisqu'on parle de ça finalement, à ce moment-là, elles sont totalement absentes ou il y a des peurs quand même? Il n'y a pas des peurs, il y a des doutes. C'est-à-dire une peur. Alors le doute, c'est une peur. Le doute, c'est une petite peur. Mais après, ça se traverse. Et les peurs, c'est quoi? On a peur de quoi alors? Mais comment je vais faire? Comment je vais faire cet album? Qu'est-ce que je vais jouer dedans? Votre décision, c'est je fais un album. Ouais. Donc là, je crois qu'on a bien compris l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Il y a ces petits doutes, ces petites peurs, comme dit Davina, et on verra effectivement ce que vous avez été amené à faire et comment ça s'est passé dans la réalité. On va le voir dans un instant. Hamza, donc dans le récit, on était avec vous, cet enfant de famille modeste qui va quand même faire une école de commerce, se retrouver donc dans la finance. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez choisi autre chose? Est-ce que c'est les événements qui ont décidé pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de vous finalement? J'ai toujours su que je voulais entreprendre. Mais les événements ont fait que on repousse un petit peu parce que les parents ont payé des écoles. C'est pas ce que j'ai envie de faire, je le sais. Mais en même temps, je suis encore chez mes parents, donc les revenus que je perçois, c'est un peu de l'argent de poche. Donc finalement, le cadre est assez agréable. Pourquoi bouger? Et vous sentez le moment où vous avez un peu plus de mal à vous lever le matin? Ouais, un exemple, c'est j'arrive donc dans cette société et on doit faire un rapport toutes les semaines. Et ce rapport était manuel. Donc tous les vendredis, il fallait éditer un rapport. Et au début, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des mécanismes, on recherche de la performance, donc il faut essayer d'aller vite, il ne faut pas louper une deadline, il ne faut pas louper un flux. Donc tout ça, c'est enrichissant. Mais au bout d'un moment, on a fait le tour. Et quand on passe d'un milieu où tout est automatisé, le trading, vous pouvez réaliser des millions de choses en une seconde. Et là où il faut des millions de secondes pour réaliser une chose, donc j'ai l'impression de perdre mon temps. Et après les 6 premiers mois, j'ai commencé à travailler sur un projet. Et là, la graine s'est germée. Je me dis, finalement, ça peut le faire. Et puis, il va y avoir un déclic, parce que vous perdez vos clés. Alors, je perds mes clés, je me retrouve face à la serrure et je me dis, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Tu vas essayer de remplacer le cylindre tout seul. Donc j'essaye, j'y arrive, et j'identifie la pièce à remplacer. Donc je vais chez un serrurier. Il y en a un qui me dit 1 000 €, l'autre qui me dit 500. Et je me dis finalement, quel est le bon prix? Et venant d'un univers de marché, où le métier, c'est justement de donner le bon prix, en fait, je le vis très mal, c'est une frustration. Il essaie de me la faire à l'envers, alors que mon métier, c'est de donner le bon prix au truc. Bref, déception, je paye un truc super cher. Je sais qu'aujourd'hui, ça vaut entre 70 et 100 €. Je me dis qu'il y a quelque chose, il y a une asymétrie d'information. C'est un besoin que j'ai eu. Il y en a qui disent, je me fais avoir, vous vous dites, il y a une asymétrie d'information. La prochaine fois que je me fais avoir, je penserai à cette phrase. C'est ça. Quand vous achetez une voiture d'occasion. C'est à la tête du client? Non, c'est une asymétrie d'information. Je garde cette idée en tête. Votre idée, c'est quoi? C'est de dire, je peux faire quelque chose dans le dépannage et pas forcément de faire des choses à la tête du client. Ce qui me pousse à entreprendre, c'est l'envie d'aider et de créer quelque chose, de le mettre en forme, de le tester, puis d'itérer, de l'améliorer. Donc l'idée est prête et je suis prêt à le faire, mais je me dis, postule quand même. Et puis mes parents me disent, Hamza, maintenant trouve-toi un autre poste, t'as de très bonnes expériences, t'as des super noms sur le CV, donc continue. J'envoie des CV et je sais que quand je vais en entretien, parce que je passe des entretiens, j'ai pas du tout envie d'occuper le poste. Et je leur pose pas de questions, je suis pas du tout intéressé. Quelles sont vos motivations? Je n'en ai aucune. Là, ça, j'ai dit stop. J'ai dit stop, donc j'ai dit, on se lance. J'ai créé la société.
Quels sont les risques à ce moment-là? Alors, le principal risque à moyen terme, c'est de ruiner la logique du CV. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que dans l'hypothèse où votre entreprise ne fonctionne pas, et dans l'hypothèse où vous décidez de revenir dans ce que vous faisiez avant, on va vous reprocher, en fait, cette entreprise et cette initiative. C'est ça. Et quand on se lance comme ça, on décide qu'on fait des sacrifices, notamment dans les rémunérations. J'ai jamais eu aussi peu d'argent aujourd'hui, clairement. Mais c'est vachement bien parce que j'ai jamais été aussi heureux. Et par contre, je travaille énormément. Je suppose que c'est pareil pour vous. Mais Est-ce que tu as l'impression que c'est du travail? Est-ce que c'est non, pas c'est vraiment un jeu. Voilà. On joue à trouver des solutions parce qu'on est dans le dépannage et on essaie de trouver une solution et on vise le plus gros sourire. En fait, on essaie de tirer le plus gros sourire de notre Vous êtes client. bouddhiste aussi, alors? Bah, quelque part, oui, il peut dire ça. Et j'encourage toutes les personnes qui souhaitent entreprendre à le faire. Il faut viser grand, mais commencer petit. Voilà, c'est un conseil que j'ai à donner. Alors, je ne sais pas si vous aviez visé grand lorsque vous avez créé votre propre monastère. Il y a une raison à ça, c'est qu'il n'y avait pas de monastère bouddhiste en France qui accueillait les femmes. Oui, effectivement, moi, je crois que j'ai visé assez grand, mais ça a bien marché. Alors, effectivement, ça fait 7 ans. On va vous voir dans votre quotidien. Ça nous donne en tout cas une idée de ce à quoi ressemblent vos journées, puisque vous êtes dans la transmission aussi, vous continuez de donner des cours de yoga. En pleine campagne, non loin de Poitiers. Tête rasée, robe safran, il y a 10 ans, Davina est devenue nonne bouddhiste. Toutes ces journées démarrent de la même manière, 1h30 de méditation. Je pratique la méditation 4 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir, de manière longue, et 2 fois dans la journée, de manière plus courte. En parallèle, Davina enseigne le yoga à des médecins, des psychologues et des infirmières en quête de spiritualité. Vous allez bien? Donc on va commencer le cours. Vous mettez les mains sur les genoux. Vous respirez librement, aucune tension. Et on commence. On inspire. Ici, on est bien loin de la gym tonique. Après le culte du corps, voici venu le temps du culte de l'esprit. Enfin... Le corps et l'esprit marchent ensemble. Il n'y a pas un corps qui marche tout seul sans son esprit. C'est pas possible. Donc les deux sont liés. Et les deux sont de notre devoir d'être humain, de devoir être soigné, entretenu, mais surtout mis dans une progression. Ça représente un peu ce que c'est votre quotidien? Oui, ça représente, oui, absolument, oui. Alors, on a la sensation, vue de loin, parce qu'en plus on dit nonne et monastère, que vous êtes dans une retraite hors du monde. Pas vraiment. Alors, j'ai une devise, justement, qui est en dehors du monde et dans le monde. Parce que moi, mon lieu de méditation et de réflexion, c'est le monde. Et je trouve qu'ensemble, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Je vous pose une question que tout le monde se pose. Est-ce que Véronique est venue méditer avec vous là-bas? Non, Véronique ne médite pas. Je pense qu'elle a une autre manière d'envisager les choses de la vie. D'accord, vous êtes toujours en contact. Oui, oui, tout à fait. Et donc quand je dis vous agissez, c'est que finalement vous êtes dans l'altruisme, puisqu'au fond vous écrivez des livres. Oui. Et la vente de ces livres permet quoi? Oui, oui, bah, j'ai tant reçu et je reçois toujours tant que il est tout à fait normal pour moi de rendre. La vie, c'est un partage. Et donc, le monastère de Chokorling a à charge un village entier de Tibétains qui sont maintenant en Inde, réfugiés en Inde. Donc ce village, il y a des enfants. Ces enfants ne vont pas à l'école si on leur donne pas les moyens. Comme c'est un village qui est dans les hautes montagnes, il faut un car. Pour le car, bah, faut acheter le car, faut payer l'essence, faut payer le conducteur du car. Faut que ces enfants mangent 3 repas par jour, ce qui est pas franchement le cas toujours. Et il faut payer ça. Donc c'est notre charge. Thomas Dodeline de la tête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous oui, non, je comprends bien. Qu'est-ce que vous comprenez? Déjà, tout ce qu'elle dit, mais tout ce qu'elle ne dit pas et toute l'énergie qu'elle dégage, c'est ça que je reçois là.
Ça vous donne le sourire. Ah ouais. Dans votre cas, on a vu tout à l'heure que vous avez effectivement eu un déclic. Vous étiez publicitaire, il y a les attentats de novembre à Paris, ça se passe dans votre quartier, et vous dites, mon vrai truc, c'est la musique. Et là, vous allez commencer par faire quoi? Alors, je vais d'abord dans un studio juste à côté de chez moi, dans le 20e, pour faire un premier test. Qu'est-ce que c'est d'être en studio? Qu'est-ce que c'est d'être avec des micros? Qu'est-ce que c'est d'être avec l'ingénieur du son, etc. Que vous dites, je veux composer un album. Mais je veux déjà, voilà, je veux y aller, mais je veux d'abord faire un test pour voir. Et en fait, je me sens mais encore mieux qu'à la maison. Et ensuite, j'avais absolument envie d'enregistrer cet album-là qui allait sortir en République tchèque sur en fait, la terre de mes ancêtres. Et du coup, j'ai, via des rencontres, encore des rencontres, eu la possibilité d'aller dans des superbes studios où enregistrer David Bowie dans les années 90, Lennon, enfin... Un studio plein d'énergie, en bordure de forêt à 20 km de Prague. Et je me fais 3 jours et 4 nuits là-bas. Première journée très difficile. C'est-à-dire? Ben, j'enregistre et il n'y a rien qui sort. Parce que là, vous êtes en improvisation? Vous avez composé avant de venir au studio? Non, là, je me dis, il faut que ça va venir dans l'instant. Il n'y a pas de préparation et c'est un travail très long et qui demande beaucoup de sincérité. On ne peut pas mentir, là. Et donc, vous êtes en studio, vous dites, ben voilà, je vais donner ce que j'ai donné. Et franchement, au début, ça le fait pas. Ah, mais toute la première journée, je réécoute, c'est un échec, ça me plaît pas. Beaucoup trop de dynamique. On va donc dîner avec mon ingénieur du son. Et à 2h du matin, moi, je lui dis, bon, je vais me coucher, là. Et il me dit, mais je suis insomniaque, tu veux pas qu'on aille un peu taquiner la console et au moins voir un petit enregistrement en plein milieu de la nuit, ça peut être sympa. Et il est sorti d'un coup, à 2h du mat. Et alors, qu'est-ce qui est tout l'album est sorti à 2h du mat? En first take, enfin en première prise, pas de retouche, c'est juste le pur jus dans son essence, livré comme ça. Et donc, du coup, vous ne vous êtes pas tourné forcément vers les maisons de disques, vous avez tout fait vous-même? Ouais, parce on vit dans une époque aujourd'hui où grâce à Internet, qui est un magnifique outil qui relie les hommes entre eux, quand il est utilisé à bon escient, évidemment. Et du coup, la nouvelle diffusion depuis plusieurs années de la musique, qui se fait donc même sans support, de manière... virtuelle, parce qu'elle arrive dans le téléphone par des applications X ou Y. Enfin, on est envahi de musique, je crois qu'on n'a jamais autant consommé de musique qu'aujourd'hui. Il y a quand même 4000 personnes qui ont acheté votre album. Ouais. Vous avez donné des concerts. Alors, j'en ai donné un, effectivement, parce que j'ai contacté l'ambassade de République tchèque à Paris. Je me suis dit, c'est un album qui a été conçu en République tchèque. Moi, ça me ramène à mes origines. Il y a une vraie quête de sens et ça marche. Et de surcroît, le CD et le vinyle ont été pressés dans la plus vieille et la plus grande usine aujourd'hui du monde de production de vinyle. Elle est en République tchèque aussi. Et donc j'ai été reçu par l'attaché culturel. Il me dit, bon, pour le concert, ça ne va pas être possible. Par contre, son Excellence l'ambassadeur a écouté l'album, il est fan et il veut en fait que vous jouiez pour sa cérémonie officielle de prise de fonction. Ce qui était encore mieux. Incroyable symbole. Ouais. Ah oui. Et donc, c'est à l'ambassade tchèque à Paris, au Champ de Mars, dans le 7e. Un superbe demeure en plus, un beau piano aussi, qui est fabriqué en République tchèque, enfin en ex-Tchécoslovaquie à l'époque. Donc tout ça, ça se boucle parfaitement en fait. Mais ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que tout est possible? Ah, mais c'est ce que je dis tous les jours. Enfin, donc, en fait, tout est possible et il faut y aller. Faut vraiment déverrouiller ses peurs parce que qu'est-ce que tu risques? Mais tu risques d'y arriver. Et c'est un risque. Ça peut faire peur, la réussite. Et ça peut faire peur à beaucoup de personnes. C'est et si. Mais moi, le si, je l'utilise quasiment plus. Oui, ça dépend ce qu'on entend en plus par réussite. Mais c'est quelque chose de très personnel. La réussite, c'est juste réussir déjà à pondre un album. Oui, c'est ça. À Rien faire que ça. ce qu'on rêvait de faire. Et après, c'est aussi, une fois qu'on est dans cette démarche, c'est de le partager et, au maximum. C'est-à-dire que j'avais ce concert à l'ambassade, 2 jours après, j'étais à Goussainville en train d'animer une journée auprès d'enfants qui ont 14 ans en 3e et qui ont un peu peur pour l'avenir. Le partager avec ceux qui le demandent finalement, parce que bon, sinon... Mais ceux qui sont prêts à recevoir. Je veux absolument, c'est comme je veux aider absolument. Je veux aider, je réponds à une demande s'il y en a une, quoi. Bon, je rejoins un peu Thomas sur le... Votre message, c'est quoi? La définition de la réussite a un peu changé pour moi. Souvent, au départ, c'était de la reconnaissance. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais réussir à être satisfait. Et la réussite, elle est davantage orientée vers moi-même, en fait. Enfin, vers moi. Je suis content de ce que je fais. Au bout d'une journée, j'ai réussi à faire des choses. Et c'est simplement pour moi. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec l'échec, par exemple. Quand j'occupais un poste et que je faisais une erreur, ma valeur diminuait. Alors qu'aujourd'hui, si je commets une erreur,